Les gens disaient l'avion de Mboko. On a vu ton avion à Ankara, en Turquie, on a vu ton avion en Allemagne, à Mboko. Et puis, même si malheureusement l'art n'est toujours pas soutenu par les autorités, le droit d'auteur est bafoué. Oui. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas gagné qu'en fierté. Bah écoutez, c'est surtout de la fierté. Parce que quand vous faites une œuvre comme ça, rien ne peut, aucune somme d'argent ne peut remplacer votre signature sur le fuselage d'un avion. Vraiment aucune somme, aucune somme. Oui. C'est-à-dire que les gens disaient l'avion de Mboko. On a vu ton avion à Ankara, en Turquie, on a vu ton avion en Allemagne, à Mboko. Et puis les internautes m'envoyaient les photos. Oui. Tout le temps. Chaque fois, des gens, même ceux qui avaient la chance de prendre cet avion, avant d'entrer, ils faisaient des selfies et puis ils me disent « Ah, Mboko, on est en train de quitter la Russie, voici ton avion, mais tu vas très loin, toi. » Donc, c'est une fierté pour moi et puis pour le pays. Oui. Alors, quel était le message sur ce fuselage, le travail qui a été fait sur le fuselage de cet aéronef marocain? Écoutez, c'était la promotion de l'Afrique avant tout. Oui. C'était de donner au monde à voir quelque chose qui ne soit pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, la famine, les machins, etc. Oui. C'était de montrer le dynamisme de la jeunesse africaine. C'était de montrer cette solidarité, comment les choses peuvent se faire entre nous. Et finalement, quand vous arrivez à montrer aux yeux du monde votre patrimoine, parce que c'est une identité assez forte, ça parlait de l'identité de l'Afrique et de toute cette de tout ce dynamisme-là. Donc c'est ça qui était dans cette œuvre-là, très colorée, pour montrer notre esprit de joie et tout ça. On a du soleil, donc on est très content. Les couleurs, les plantes, la végétation. Donc quand vous regardez très attentivement cette œuvre-là, vous trouvez beaucoup de choses là-dedans qui devraient parler au reste du monde. Tout à fait. Nous parlions en off tout à l'heure de la vulgarisation des œuvres artistiques. C'est vrai que quand vous expliquez le message, on a l'impression que c'est facile, mais est-ce que le public, à travers vos... perçoivent le message que vous passez dans vos travaux? Oui, je pense qu'ils perçoivent. Bon, là, ce n'est pas... malheureusement, même si l'art est disponible pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui le reçoit comme tel. Les gens, de plus en plus, sur les réseaux sociaux, me manifestent leur sympathie, parfois en échange, et ils me disent ce qu'ils trouvent dans mon art, et ça me conforte. Et en même temps, ça me reconforte. Donc, je pense que les gens, petit à petit, commencent à comprendre le sens des messages qui sont sous-jacents à travers une œuvre d'art. C'est pas seulement une œuvre pour amuser la galerie, c'est aussi une œuvre qui suscite du questionnement sur notre environnement, sur les problématiques qui sont là. Voilà. Le faible succès commercial des œuvres artistiques en Afrique, au Cameroun, les tableaux par exemple, pourraient être dus au fait que on considère que c'est une histoire, c'est un truc pour riches, pour une élite. Comment vulgariser et rendre ces tableaux accessibles à tout le monde? Écoutez, ça a été malheureusement perçu comme ça, et ce sont des clichés qui durent, que l'art, c'est pour les riches. Mais moi, j'essaye de déconstruire ça, parce que si vous pensez que l'art, c'est pour les riches, alors c'est malheureux, parce que nous, on baigne dans l'art du matin au soir. Votre vêtement
dessiné par un artiste, vos cheveux par un styliste coiffeur, c'est un artiste à son niveau, celle qui fait le make-up. On est dans l'art. Maintenant, pour ce qui est de l'art plastique, pourquoi les gens trouvent que c'est pour les riches? Parce que, bon, ils se disent qu'ils ne peuvent pas mettre autant d'argent pour acheter un bout de tissu. Ils disent qu'ils apprécient, mais ils ne peuvent pas mettre de l'argent. Alors j'ai trouvé une forme. Oui, oui, c'est un bout de tissu. C'est ce qu'ils disent. J'entends souvent des choses, donc, et des choses même très graves. Alors je dis, ok, on va faire quelque chose qui va essayer de satisfaire le plus grand nombre. Donc c'est de trouver un médium qui permettent que les gens qui ont l'habitude de dire non, c'est pour les riches, etc., que ces gens trouvent leur compte. Et donc j'ai pensé aux produits dérivés de mon art. Donc j'ai commencé à faire des tasses, des blocs-notes et pas mal de petites choses, des porte-clés, etc., en fonction des possibilités techniques que je trouve sur place. Il y a d'autres projets aussi, mais les produits dérivés sont aujourd'hui un compromis intéressant parce que pour une tasse par exemple, vous avez une tasse, elle est utilitaire. Oui. Vous pouvez prendre votre café là-dedans, votre thé, tout ça, les décoctions qu'on prend en ce moment, ginger, miel, tout ça, la thémisia, pour chasser le Covid là, qui nous crée des problèmes. Donc, quand vous prenez votre breuvage dans une tasse d'artiste, vous avez l'impression que le goût est différent et que vous êtes unique. De l'unicité finalement, de quelque chose d'assez qu'on ne voit pas partout. Oui. C'est ce que les gens recherchent. Oui, d'accord. Donc, en achetant un tableau, c'est ce que les gens recherchent parce que les tableaux, c'est des pièces uniques. Oui. Maintenant, les tasses, elles sont standardisées, mais je fais des petites séries. Je ne fais pas des grandes séries, je fais des petites séries par motif. Mais elles apportent tout autant de la fierté à ceux qui les achètent. Donc, je suppose qu'avec tous ces produits dérivés, l'artiste est très sollicité. Oh, si c'est pour la sollicitation, oui, de plus en plus. Parce que j'essaye de faire un travail de communication assez permanent sur les réseaux sociaux. Oui. Et je pense que ça porte ses fruits petit à petit. Voilà. Bon, est-ce que, parce que l'artiste, en mettant sur pied les produits dérivés, veut rendre l'art accessible à tout le monde? Oui, c'est de le démocratiser. Oui, démocratiser. Franchement, il faut démocratiser l'art. Est-ce qu'il pense également démocratiser l'accès au savoir artistique, pas la formation? Après plus de 30 ans de carrière, quand même, il faut penser à la relève. Je fais des sessions qui ne sont pas forcément médiatisées. Je reçois parfois des élèves ici, parfois des parents. Il y a des parents qui insistent aussi pour prendre des cours, mais je suis plus disposé à transmettre aux enfants qu'aux parents. Donc ça se fait souvent. J'avais un programme, c'est vrai, je l'ai un peu mis en stand-by, qui s'appelait Colorado. Oui. Donc c'était un atelier pour enfants. D'accord. Où on apprend les fondamentaux de l'art plastique et comment on évolue dans cet univers assez complexe, difficile pour notre environnement, mais on peut, si on sait s'y prendre, si on est bien conseillé, on peut tirer son épingle du jeu. Donc maintenant c'est de créer peut-être officiellement un centre où on transmettrait ce savoir de façon un peu plus... D'accord. Voilà. Qu'est-ce que finalement l'art plastique, ou l'art plastique, puisque nous y sommes, peut apporter au développement de l'Afrique? Beaucoup de choses. Mais écoutez, ce serait... quoi? Une éternité pour raconter tout ça ici. Vous savez, l'art, c'est quelque chose qui fonde
la culture d'un pays. C'est les fondations. Là, c'est les fondations. C'est notre identité. C'est tout ce qui est connaissance... comment on dit ça? Connaissance ancienne. Vous savez, nos ancêtres lointains dessinaient sur les grottes, etc. C'était une façon de transmettre le savoir, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous avons des supports modernes. On peut faire beaucoup de choses avec l'art. L'art contribue pour le PIB dans certains pays développés, par exemple en France. L'art est devant l'industrie automobile, hein, donc en contribution au niveau du PIB. Donc c'est ici qu'on néglige parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bon, les gens commencent à s'ouvrir. Moi, je dirais, il ne faut pas négliger les artistes parce qu'ils sont de véritables sources de revenus, de véritables bibliothèques de savoir. Parce que donc, le développement économique passe aussi par le développement mental. Tout à fait. Si on n'est pas enseigné, si on n'est pas ouvert d'esprit, c'est difficile de créer de la richesse. Or, on peut créer beaucoup de richesse à travers de l'art. Ça s'est vérifié dans d'autres pays. Pourquoi on ne le ferait pas ici? Pourquoi on est toujours en train de négliger les artistes? Pourquoi c'est un peuple qui néglige sa culture? C'est un peuple qui est perdu, hein? Qui est complètement perdu. C'est pas les fonctionnaires qui vont bâtir, qui vont développer quoi que ce soit. Donc il faut de plus en plus que les artistes soient mieux encadrés, que l'État s'intéresse à ce secteur-là et que l'État mette beaucoup de moyens pour essayer de développer, de vulgariser le savoir autour de l'art. Voilà, donc c'est comme je vous disais. C'est peut-être dans cette logique-là que vous créez chaque année, ce que vous organisez, c'est le mot juste, chaque année un événement, Barbecue Expo, une plateforme de rencontre et de vulgarisation, je suppose, de l'art, des œuvres artistiques. Tout à fait. Le Barbecue Expo, ça fait déjà 15 ans, on va dire en pratique 20 ans par là, 15 éditions, ouais, je crois. Donc, l'idée est venue, comment il fallait que ce que nous faisons comme métier, qu'on puisse en parler autour de nous. On a pensé que c'était un moyen pour que les gens apprennent un peu plus de ce métier et qu'ils considèrent ce qu'on est en train de faire. Parce que si les gens ne sont pas éduqués, s'ils ne sont pas ouverts d'esprit, c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'on a fait le Barbecue Expo. On l'organise. Au début, c'était chaque année. Maintenant, c'est tous les 2 ans parce que c'est quand même lourd à organiser. Donc on rassemble les jeunes artistes et même les vieux qui viennent exposer pour une journée. Voilà. On a par exemple sous nos yeux le travail d'un artiste, on suppose. Oui, je suppose, enfin je pense que vous faites allusion à ce t-shirt là. Oui. Ce t-shirt là, c'est une réflexion sur la mode urbaine que je mène depuis quelque temps. Alors à la faveur de cette dernière édition qui a eu lieu en février dernier, j'ai proposé, parce qu'il y avait des mannequins, il y avait un défilé, donc j'ai dessiné quelques pièces, et puis voilà, donc ce t-shirt-là fait partie des pièces que j'ai faites, pour montrer un peu comment dire, ce que l'art peut faire aussi dans l'univers de la mode et tout ça, la mode urbaine. Voilà. Tout à fait. Donc là, c'est un collage d'un tissu que j'ai fait imprimer à Bordeaux en France. C'est toujours avec le fameux flower mask. Flower mask, c'est ce masque-là qui est
qui est devenu pratiquement un symbole de mon abnégation, de cette passion que j'ai pour l'art. D'accord. Est-ce que l'artiste peut nous présenter au moins un tableau? Nous avons derrière nous par exemple un tableau. Voilà. Je pourrais vous parler de celui-là. Oui. C'est un tableau récent, donc fin 2009, 2019. Il est assez récent. Il s'appelle Frontières irréelles. Donc, c'est un tableau très abstrait. D'un côté, vous avez une nature assez illuminée, ensoleillée. Hein, cette partie jaune là, c'est, on va dire, c'est le ciel, un ciel illuminé. Et cette bande au milieu là, c'est un peu la terre. Et là, en dessous, c'est l'eau, les mers. Donc, en réalité, entre le ciel et la terre, il n'y a pas une grosse frontière en fait. Il n'y a pas de frontière. C'est comme si ça se confondait. C'est un paysage assez joyeux qui peut être très très apaisant. Voilà. Donc, voilà. Alors, l'artiste, généralement, on vous voit comme des hommes, des êtres surnaturels. Est-ce que c'est votre avis? Non, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Mais ce que je peux expliquer, si c'est possible, les artistes sont un peu comme le prolongement de la main de Dieu. Ils ne sont pas des êtres surnaturels, mais ils sont exceptionnels. En ce sens qu'ils ont un peu comme si les artistes avaient des antennes. Oui. Très développés pour capter des messages qui viendraient de l'univers et qui ont la capacité, enfin qui ont cette faculté à traduire certaines situations, à les synthétiser assez rapidement pour produire de la beauté. D'accord. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est avec exagération que les gens disent que les artistes sont surnaturels. Non, c'est pas ça. C'est juste des personnes à l'écoute de la nature, qui sont très alertes, que ce soit la musique, la peinture, le théâtre. Donc, ils écoutent, ils analysent très rapidement et le traduisent de façon à ce que les choses se voient de manière simple. Mais c'est pas si simple que ça, parce que dans la construction d'un tableau, quand on voit le résultat final, on se dit que c'est simple. Oui. Mais ce n'est jamais simple. Oui. Parce que tel que vous avez expliqué, on pourrait croire que c'est un jeu d'enfant. Non, c'est pas un jeu d'enfant. Ça peut devenir un jeu d'enfant quand, vous savez, c'est la répétition qui fait en sorte que ça devienne un jeu d'enfant. D'accord. Donc à force de répéter les mêmes gestes, de travailler la couleur, de travailler ses coups de pinceau tous les jours, ça peut sembler être un jeu d'enfant. Mais je dois vous assurer que ça m'est arrivé d'avoir des blancs. Oui. Vous dites en télévision les blancs d'antenne devant une toile et ne pas savoir ce qu'on va faire dessus. Oui. Et ça peut durer comme ça des mois. Oh. Vous arrivez avec le pinceau, non, il n'y a rien qui sort. Rien. Et puis c'est pour ça que ici j'ai mon atelier, là-bas j'ai un autre coin, c'est toujours mon atelier, mais considéré un peu comme la cuisine. Je suis devant mon ordinateur, on va faire un tour. Je suis devant mon ordinateur, quand ça coince ici, je vais là-bas. D'accord. Quand ça coince là-bas, je reviens ici. Donc c'est comme ça. Et j'essaie de m'entretenir et de maintenir ma créativité toujours à un niveau très élevé, quoi. Voilà. Alors notre interview touche à sa fin. Vraiment, on aurait aimé
qu'elle dure une éternité, mais les belles choses ont bien une fin. Oui. Quel est le message de l'artiste africain aujourd'hui à tous ceux qui le regardent? Le message de l'artiste africain que vous êtes, que vous représentez? Bah écoutez, surtout je vais m'adresser aux jeunes. Si vous avez envie de faire l'art, il faut être passionné. Mais vraiment, il faut être malade de cette passion-là. Parce que si ça ne sort pas de vos tripes, vous n'allez pas vous distinguer. Si vous voulez faire comme tout le monde, bah vous serez noyé. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui font comme tout le monde. Or, dans ce métier-là, il faut se distinguer pour être vu, pour être entendu, pour que votre message puisse porter au loin. Il faut vraiment vous distinguer. Donc, ça demande beaucoup de travail. Maintenant, surtout très important, il faut continuer à avoir confiance en soi. Parce que votre confiance et votre foi vous permettront de soulever des montagnes et puis de détruire certaines barrières qui s'imposent de façon, on va dire, artificielle devant nous, hein, qui nous font peur pour rien. Il faut foncer, avoir la foi. Si vous avez quelque chose à exprimer, exprimez-vous. Soyez libre. C'est comme ça qu'on pourra conquérir le monde, restaurer notre identité africaine et être assis à la table avec les grands, comme on dit. Eh bien, merci l'artiste de nous avoir accueillis dans le temple du savoir. Ça nous a fait plaisir ce séjour à la Villa Batanga où nous avons appris beaucoup de choses. Merci également à tous les internautes qui regardent la chaîne MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Nous étions avec un artiste plasticien, un maître dans l'art plastique. Vous avez sans doute appris beaucoup de choses. Merci de vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne rien louper. À très bientôt si le cœur vous en dit.